Les révélations du grand océan de Jules Hermann sont publiées en 1927, soit 3 ans après la mort de l'auteur par sa veuve, Ange Hermann, et son neveu, le célèbre géographe Paul Hermann. Alors l'ouvrage est en réalité un montage de notes qui sont prises pendant une trentaine d'années et qui sont nourries de lectures linguistiques, anthropologiques, géologiques, océanographiques, zoologiques, botaniques. Et cet ouvrage, donc ce montage de notes, va confronter les thèses scientifiques les plus diverses, va proposer une thèse qui est la suivante. Le grand océan, c'est-à-dire l'océan Indien et le Pacifique, donc le grand océan est né d'une catastrophe. La chute d'un corps extraterrestre, je reviendrai tout à l'heure, qui deviendra la Chine, a entraîné la disparition d'un grand continent austral qui existait là, la Lémurie, et les seules traces visibles désormais de ce continent austral disparu sont les îles Mascareignes et Madagascar, qui étaient les sommets donc de ce continent. Pour étayer sa démonstration, Hermann va partir d'une hypothèse linguistique qui est conforme un peu à la vision qu'ont les linguistes mauriciens réunionnais du XIXe siècle, Bessac, Vinson, Wolsifocard. Puisque pour ces linguistes, et ce que reprend Hermann, il y a une perte de la pureté originelle de la langue créole, à Bourbon comme à Maurice, qui ne se rencontre plus, écrit Jules Hermann, que chez les vieux prolétaires de l'île Bourbon. Et il est donc persuadé que le vrai créole va disparaître. Du coup, il se propose d'expliquer la formation de cette langue et son fonctionnement avant sa disparition. Alors nous avons un point de départ linguistique, mais très rapidement, ce point de départ linguistique et de recherche de linguistique historique va se transformer en spéculation sur l'histoire de la Terre et sur l'histoire de l'humanité. Et la référence à l'État contemporain, donc à l'époque du créole et du créole réunionnais, va lancer une machine spéculative, interprétative, un peu délirante, vers le passé, le socle, l'origine et la création de monde. On est confronté de façon très nette à ce que Marie-Josée Matiti-Picard appelle une rêverie des origines. Dans sa préface, en effet, Hermann dit ceci. Le créole nous conduira au malgache, le malgache au malayo-polynésien, ce dernier au dravidien de l'Inde et à toutes les langues agglutinantes des vieux continents. Et devant cette dispersion des races et des langues à travers les continents et les océans, il nous faudra, pour retrouver leur ramification, entrevoir l'effet géologique de mondes disparus et apparus, soulever dès lors des hypothèses hardies qui séduiront ou blesseront. Donc, on passe d'une recherche de linguistique historique à une espèce de recherche absolument totalisante sur le monde disparu. Donc, Hermann va mettre ainsi en place une théorie de chaîne à laquelle il va manquer un maillon. Et la pensée de Hermann, comme l'a montré par ailleurs Nicolas Giraudoux dans ses sidérations de Jules Hermann, est une pensée de la rupture du saut épistémologique. Hermann se propose en somme de lire dans le monde contemporain ce que les autres n'ont pas su lire. Et cette démarche relève, vous le voyez clairement, d'un processus moins scientifique que gnostique, initiatique, comme le signale par ailleurs le titre de l'ouvrage « Révélation du grand océan ». Mais cette démarche initiatique, gnostique, va emprunter les voies de la recherche scientifique. Et le travail d'Hermann s'inscrit donc à la frontière d'une vérité scientifique et d'une pensée mythique. D'abord, Hermann va s'intéresser aux travaux des scientifiques. Le premier scientifique occidental à avoir émis l'hypothèse que Madagascar serait le reste d'un ancien continent, qui occupait donc l'actuel océan Indien, c'est Geoffroy Saint-Hilaire, dans un article de 1795 qui s'intitule « L'histoire des maquis ou singes de Madagascar ». Alors, cette hypothèse d'un continent qui existait dans l'océan Indien est reprise aussi par d'autres, comme par exemple Dumont d'Urville dans son mémoire sur les îles du Grand Océan, qui date de 1834, ou Blanchard dans un article de 1882. En 1904, un certain Priem, dans un ouvrage qui s'intitule « L'extension ancienne des terres australes et l'hypothèse de l'Antarctica », propose un choix entre un immense continent antarctique et une gigantesque île Madécasse. Et au même moment, donc, des recherches et des hypothèses ont cours sur le continent mu effondré dans l'océan Pacifique,
On est aussi, à ce moment-là, à la fin du XIXe siècle, dans une espèce de rêverie aussi autour de ce qui va devenir plus tard, donc à la mort de, ce qui sera formulé en 1924, à la mort de Jules Hermann par Wagner, sur la dérive des continents. Donc, il y a comme ça une espèce d'agglomération de recherches scientifiques qui essaie de penser, par exemple, pourquoi il existe des espèces semblables dans des lieux différents alors qu'il n'y a apparemment pas de connexion. Et surtout, donc, pourquoi Madagascar? Alors, parce que Madagascar, selon Emmanuel Richon, que je cite ici dans son ouvrage Lémuria, le continent disparu de l'océan Indien, Richon dit que Madagascar, dans l'imaginaire de l'époque, c'est l'étrangeté redoublée, une sorte d'Afrique en paroxysme, une altérité multipliée, version autre d'un monde déjà découvert. Avant la Pérouse et Cook, dit-il, Madagascar était aussi la plus vaste de toutes les îles connues, demeurant une terre mystérieuse qui suscitait spéculations, mythes et fantasmes, en quelque sorte l'étrangeté la plus radicale, l'origine des origines. Donc on a ces spéculations scientifiques et à côté d'autres spéculations plus mystiques autour des continents disparus qui viennent en partie de mythes indiens, dravidiens essentiellement, mais aussi qui vont être développés par un personnage dont Bilasny a parlé tout à l'heure, Elena Blavatsky, qui est la fondatrice de la Société de théosophie et qui évoque, elle, clairement la lémurie dans sa doctrine secrète. Cela dit, il est assez peu vraisemblable qu'Hermann ait lu Blavatsky. Ses références sont plutôt du côté de la science. Donc, les spéculations de Jules Hermann, aussi bizarres qu'elles peuvent paraître aujourd'hui, ont comme point de départ des études et des découvertes scientifiques qu'elle déplace, qu'elle pirate, qu'elle transforme, qu'elle bricole. Il mêle par exemple Darwin et la théorie des catastrophes de Cuvier. Il inverse les significations de ces découvertes, en particulier le darwinisme. Le darwinisme va servir par exemple à Hermann à lire à rebours l'évolution de l'humanité, alors que le Darwin, effectivement, c'est l'évolution inverse. Et la dérive des continents, alors on a comme ça toute une série de savants qui sont cités au hasard, par exemple Buffon, Cuvier, Flacourt, Darwin, Jacob de Cordemoy, Charles Lyell, Élisée Reclus, Laplace, etc., ou alors Haeckel, Sclater, Wallace, Blanchard, qui émettent tous l'hypothèse d'un continent austral. Cette construction hermannienne se construit à partir de ces bases scientifiques et sa démarche est extrêmement intéressante. Tout va contribuer à corroborer son interprétation. Il met en place une espèce d'approche à la fois apocalyptique et analogique qui lui permet finalement d'intégrer tout élément des textes scientifiques pour sa thèse et de mettre n'importe quoi dans tout, de transformer donc l'hypothèse scientifique en rêverie, qu'il s'agisse des ivrages, en particulier d'Élisée Reclus. Élisée Reclus, le grand géographe libertaire, va être un de ses textes de base. Alors, quant au terme lémurie, il est forgé au début des années 1830 par le naturaliste anglais Philip Sclater pour désigner donc ce continent hypothétique situé dans l'océan Indien. Et l'hypothèse de ce continent disparu est émise pour tenter justement d'expliquer comment les lémuriens, c'est-à-dire les singes, se sont établis à la fois à Madagascar, en Afrique, en Inde et en Malaisie. Il suppose donc, pour expliquer cela, l'existence d'un continent qui s'étend de Madagascar à Sri Lanka, enfin à Ceylan et à Sumatra. Et il précise même que les îles Mascareignes et Madagascar sont les reliques de cet ancien continent qu'il appelle Lémurie, en hommage aux singes qu'il étudie. Il faut avoir toujours en tête que cette notion de lémurie est liée à cette théorie de Sclater et donc aux singes lémuriens. À la suite de Sclater, un darwinien qui s'appelle Ernst Haeckel va aussi proposer l'hypothèse de la lémurie pour rendre compte de l'affiliation, de l'absence de lien, dans la filiation de certains fossiles. Et il va proposer une hypothèse qui va évidemment enchanter Jules Hermann. En 1868, dans son Histoire de la création des êtres organisés d'après les lois naturelles, Ernst Haeckel fait de la Lémurie le continent d'origine de l'humanité. Je le cite, « À la place de la mer des Indes était un continent s'étendant le long de l'Asie méridionale, de l'Afrique et de la Malaisie. Ce vaste et ancien continent a été appelé Lémuria par l'anglais Sclater d'après les Mac, qui caractérise sa forme. C'est là que vraisemblablement fut le berceau du genre humain. » Derrière ces spéculations scientifiques qu'utilise Hermann, il y a aussi d'autres textes, les fictions de l'époque classique,
à propos d'un continent austral et les descriptions de sociétés utopiques dans, par exemple, l'histoire des Sévarambes, de Sévras, ou la terre australe inconnue de Foigny. Le mythe d'un continent austral inconnu s'est développé à partir du milieu du XVIe siècle et va nourrir de nombreuses fictions jusqu'à la fin du XVIIIe. Selon Jean-Michel Racot, dans son livre Images du Grand Océan, Mémoire du Grand Océan, et je le cite, « C'est l'hypothèse scientifiquement plausible et même hautement probable en l'état des connaissances du temps d'un immense continent austral occupant la partie sud des trois océans, Indien, Atlantique, Pacifique, qui nourrit les utopies et les voyages imaginaires jusqu'à la fin du XVIIIe siècle. » Et le choix d'une localisation india-océanique de ce continent s'explique, selon Racot, par les stratégies d'authentification de la fiction selon les normes de l'utopie narrative à l'époque classique. Je le cite toujours, « Cette localisation est parfaitement plausible et concrètement invérifiable. » Fin de citation. Par ailleurs, les sociétés qui vivent dans ces fictions de Sévras ou de Foigny sont des sociétés modèles des mondes utopiques, sans propriété privée, sans monnaie, sans économie de marché. En particulier, chez Foigny, dans la terre australe inconnue, les habitants qui sont nés d'une création antérieure à celle d'Adam ne connaissent pas le péché originel, ne connaissent pas les passions humaines. Hermaphrodites, ce sont des êtres parfaits qui peuvent s'auto-engendrer. Dans ces fictions utopiques qui ont pour objet le continent austral, le monde austral est une espèce de reflet inversé de l'Europe et place cette fiction sous la dépendance d'un monde de référence qui est le monde européen, puisqu'il s'agit simplement d'inverser les sociétés. Alors, Jules Hermann, qui lui est un insulaire aux origines européennes et qui rêve d'autochtonie, s'inscrit bien dans ce face-à-face, mais il va en inverser complètement les significations. L'île de la Réunion, l'île insulaire, l'île créole, n'est donc plus vraiment une île perdue, contrairement aux fictions narratives. Elle est précisément ce qui demeure du continent primordial dont les habitants ont civilisé le monde entier. Et du coup, l'insulaire créole du Sud va devenir ainsi l'héritier légitime de la continentalité, de la langue et du savoir originel. Et ce sont les métropoles, les lieux de l'origine européenne, qui vont être repensés comme des colonies initiales. C'est ce qui explique justement chez Hermann l'importance de l'étude des traces qui ont été laissées dans le paysage, parce que ces traces sont, selon lui, des indices indubitables que l'île a été non seulement habitée, mais façonnée à des époques préhistoriques, comme donc des marques de l'antériorité réunionnaise sur le peuplement européen, indien ou africain. C'est aussi ce qui explique chez Hermann l'importance qui est donnée à la langue. La langue originaire de l'humanité, c'est le proto-malgache. Et donc le proto-malgache devient la langue mère de l'humanité tout entière, et la langue créole, qui est, selon lui, héritière directe de ce proto-malgache, à travers le franco-madécas qui a été parlé à Fort-Dauphin, devient en quelque sorte la fille aînée de toutes les langues. Et autre chose encore, le fait que toutes les langues soient issues de ce proto-malgache, toutes les langues du monde, fait de ces langues des langues métisses. Or, à la fin du XIXe siècle, la linguistique est partagée à propos des créoles en deux options. La première hypothèse, qui est dite romaniste, fait des créoles des simplifications de langues européennes. La seconde, qui est défendue entre autres par Lucien Adam, dont Hermann cite par ailleurs l'ouvrage « Les idiomes négro-ariens et maléo-ariens et ses libridologies linguistiques », donc ouvrage paru en 1883 à Paris. Lucien Adam, lui, va définir le créole des Mascareignes comme un idiome maléo-arien, autrement dit comme une langue mixte. La reconstruction hermannienne de l'évolution des langues va entraîner le fait donc que le créole, langue mixte, comme toutes les autres langues du monde, mais qui a la particularité d'être la plus proche de la langue mère dans l'espace et dans le temps, n'est en rien une création de la colonisation, du déplacement, de l'exil, du système esclavagiste, ne peut donc être considérée comme un patois ou une langue marginale, mais elle est de facto une langue prestigieuse et porteuse de l'autochtonie rêvée. La lémurie a aussi une autre fonction. La lémurie permet de lester d'une longue et d'une très haute historicité les îles créoles, qui, au moment où Hermann écrit, n'ont guère plus de 2 siècles d'existence.
La Lémurie permet aussi d'agrandir ces petits espaces aux dimensions gigantesques du grand océan, autrement dit des îles insignifiantes par leur superficie, par leur histoire, par leur rapport à la culture de l'humanité, sont ainsi transformées en des espaces plus anciens que les autres, en reste d'une immensité continentale, en héritier de la plus haute des cultures humaines. Et la Lémurie, donc, va aussi devenir le support mythique et théorique à un rêve d'autochtonie qui est fondé sur la crasse, sur l'idée d'une diaspora issue d'un proto-lieu unique dans le Sud et sur une filiation construite dans le cadre de relations interculturelles. Mais, en même temps, cette autochtonie, chez Hermann, en tout cas telle est mon interprétation, qui n'est pas partagée par tout le monde, cette autochtonie rêvée s'efforce aussi d'effacer la dimension violente et conflictuelle de la créolisation comme espace interculturel. Ce désir d'autochtonie ne remet à aucun moment en question le projet colonial. Et ce désir d'autochtonie est aussi contemporain de la conquête de Madagascar, qui est cette conquête qui est exactement contemporaine de l'écriture des Révélations et que les romanciers Marius Harry Leblond, par exemple, exalteront dans Le Miracle de la race, roman dans lequel, étrangement, Jules Hermann apparaît sous les traits de l'érudit notre notaire borgne, Maître Werther. Au contraire, chez Hermann, l'hypothèse du continent enfoui et de la proto-langue malgache, mère à la fois du français et du créole, renforce la nécessité de la colonisation comme une espèce de retour aux sources, au continent perdu, à la langue originelle. La mise en place donc d'un mythe des origines chez Hermann revient aussi à proposer, dans le même mouvement, l'évacuation de la véritable histoire, l'histoire violente, l'histoire inhumaine de l'île, et à proposer à la place une idéalisation de l'espace insulaire. La Lémurie, c'est une anti-réunion, une anti-colonie. Elle est l'envers même de la réalité historique et sociale de la colonie réunionnaise. Comme dit Jean-Louis Joubert, que je cite dans Littérature de l'océan Indien en 1991, à la place d'un passé historique douloureux et de généalogie décevante, les populations indo-océaniques se voient attribuer le prestige d'ancêtres surhumains et civilisateurs. Derrière le mythe de la Lémurie peut donc se lire un travail de pacification de la violence esclavagiste et de la violence coloniale. L'imaginaire colonial, on le sait, est hanté par la racialisation, par la ligne de couleur, par la double problématique du métissage et de la pureté, et surtout par la question des conflits raciaux et sociaux constitutifs d'une société construite sur l'esclavage et l'engagisme. Chez Hermann, de manière très claire, les Lémuriens sont issus d'un autre monde, d'un monde extraterrestre. Et ces Lémuriens, qui sont les premiers hommes, sont blancs, ce qui, bien entendu, légitime le créole blanc comme autochtone de l'île Bourbon. Les textes littéraires du XIXe siècle, mais aussi ceux du XVIIIe, par exemple chez Bernardin de Saint-Pierre ou chez Parny, reprennent sans cesse ces problématiques de comment, autour de la question de l'habitabilité. Comment ça s'habite une île créole? Comment mettons en place un lieu commun alors que ce lieu commun se constitue sur d'énormes antagonismes raciaux et sociaux? Et les textes du XIXe siècle se caractérisent en particulier par une obsession des traces de la Révolution marronne que le paysage a conservé tant au niveau de la toponymie que de la topographie. Et les univers fictionnels de la littérature coloniale sont articulés autour de l'idée de cette terreur structurale qui est constitutive des mondes créoles, terreur qui est partagée par tout le monde, par tous les habitants, mais pour des raisons différentes selon la place que l'habitant occupe d'un côté ou de l'autre de la ligne de couleur. Et le paysage, lui aussi, se définit par son aspect terrifiant, à la fois à cause de sa matérialité propre, mais aussi parce qu'il circule des fantômes, les fantômes des marrons et les traces des guerres entre marrons et esclavagistes. Dans Fondation Cartier-Saint-Pierre, qu'il publie en 1898, Hermann propose une rêverie étymologique qui est fondée sur une épistémologie des traces, du palimpseste. Pour lui, l'état actuel du relief, du sol, comme de la langue, ne peut se comprendre que comme signe d'un autre état du monde, plus ancien, mais qui coexiste avec l'espace-temps contemporain. Et donc, la science est une science, dit-il, des débris.
De manière plus précise, les toponymes de la Réunion sont hantés par un palimpseste, par un fantôme de la nomination malgache. Nomination malgache qui, selon lui, est la seule à rendre compte de la vérité du lieu. Plus encore, cette nomination malgache du lieu est la seule qui est capable de rendre compte de la vérité du lieu. Et cette nomination malgache révèle la catastrophe qu'a connue l'île suite à l'arrivée des habitants blancs uniquement préoccupés de prédation et de profit. Il faut donc être capable, nous dit Herman, de retracer les frontières de l'espace-temps tout en y aménageant des passages. Seul cet effort étymologique permet d'échapper au labyrinthe des signes dans lesquels se perd le lecteur des toponymes, de comprendre ce que les toponymes cachent. Le traçage des frontières linguistiques a ici chez Herman une valeur clairement politique et idéologique. Mais cette opération révèle une terreur dans la mesure où nos renommées sur le nom malgache n'effacent pas la nomination antérieure. Elle a fait subsister comme palimpseste et la toponymie elle-même devient un labyrinthe où le choix d'une branche laisse subsister le parcours d'une autre branche à l'état latent. Et donc, Jules Hermann, face à cette terreur engendrée par l'espace insulaire, à cette difficulté à l'organiser, à le maîtriser, à lui donner un sens et une généalogie rassurants, va remplacer les fantômes violents des marrons par la présence tout aussi spectrale, tout aussi fantomale, mais civilisatrice des Lémuriens. L'espace naturel créole va devenir ainsi la création esthétique de ces artistes extraordinaires qui ont sculpté les montagnes, les gorges, les falaises de l'île. Ce qui était terrifiant devient ainsi le résultat d'un processus esthétique très ancien, antérieur à l'époque esclavagiste. Et donc, la terreur réelle, structurelle de l'île va être repoussée par la mise en place de ce scénario mythique qui donne enfin un sens au monde et au nom. L'autre question qui préoccupe à l'époque où Jules Hermann écrit l'élite coloniale blanche est aussi celle du savoir sur l'autre. Comment rendre connaissable l'inconnu? Comment donner du sens à ce qui est différent? Les textes de Leblond reviennent sans cesse sur cette question. Que signifie l'autre? Comment lui donner du sens? Comment l'assigner dans une signification? Et c'est aussi peut-être à l'intérieur de ce cadre cognitif, de cet ordre du discours colonial, qu'il faut resituer l'origine extraterrestre des Chinois, dont la chute sur la terre de leur monde originel a entraîné la disparition de la Lémurie et la création du Grand Océan. S'il y a bien des gens qui sont pour les Leblond et pour la société coloniale de l'époque incompréhensibles, ce sont les Chinois. L'objet du mythe lémurien est aussi, je l'ai dit, de faire de la périphérie le centre du monde, de faire de l'île créole l'origine du monde. Et du coup, les signes, les langues, les traces, les pierres, les reliefs vont devenir pour Jules Hermann les ruines d'une nomination première dont l'intérêt principal réside dans le fait que cette nomination est en consonance avec le lieu, que cette consonance dit la vérité du lieu. Mais comme le langage lémurien est perdu, comme le rapport des humains aux choses a changé, il faut s'initier à ce langage et prendre toute la mesure de ce scandale langagier où non seulement le signe n'est plus arbitraire, mais où le mot et la chose sont en réalité une seule et même chose. D'où l'importance chez Hermann du malgache et des malgaches et de tout ce qui renvoie à Madagascar. L'île est en effet un nom-chose, une chose-nom, qui déploie ses significations dans la scansion de ses variantes. Madékas, Malakas, Gas, Malgas, Gas, Maligas, Gash, Malagas, Maligas, qui scande comme ça le texte d'Hermann sur la Lémurie. Mais la Lémurie, comme le langage lémurien, est aussi perdue, a jamais disparu donc au fond du Grand Océan. Ont ainsi disparu la civilisation et le langage qui permettaient aux êtres humains d'être consonants avec la réalité du grand tout. Et en réalité, les révélations du Grand Océan ne disent rien de la Lémurie. Parce que Jules Hermann ne peut rien en dire. Il lui manque le langage de la plénitude. Ne demeure plus justement que le langage du manque, le langage qui ne sait dire que le manque. Et de cette perte du langage lémurien originel va surgir l'interprétation des noms comme traces, des noms comme ruines, des noms comme fantômes d'autres noms, des noms comme palimpsestes, des noms comme traces d'autre chose.
et qui ouvre ainsi à cette espèce de course désespérée que Hermann entreprend à travers les langues du monde dans la recherche affolée de la signification vraie, ultime, c'est-à-dire originelle. La Lémurie, à jamais perdue, n'est donc plus dans les révélations du Grand Océan qu'une promesse de savoir, promesse sans cesse repoussée, promesse impossible à tenir. C'est, comme l'écrit Nicolas Giraudoux, dans le texte que j'ai déjà cité, dans l'ombre projetée du texte que nous sommes invités à rêver la Lémurie promise en scrutant toutes les failles et les embardées du discours hermannien. Les textes savants donc, et ceux des mythes, les dictionnaires franco-malgaches, les mythes dravidiens vont aussi faire à leur tour l'objet d'une lecture détournante puisque le sens n'est plus là. Le sens n'est plus là où il se donne à lire et à voir. Chez Hermann, tout texte, scientifique ou mythique, va devenir un fantôme qui recèle lui-même des fantômes. Et c'est en ce sens que la Lémurie est fondamentalement un spectre qui recouvre toute réalité passée, présente et à venir. Tout paysage, comme tout fantôme, comme toute langue, est le fantôme d'autre chose. Étrangement donc, le lecteur des Révélations ne saura jamais ce qu'était la Lémurie, qui ne sera jamais décrite, parce qu'elle est indescriptible. Un peu comme si les traces vivantes que postule Hermann, que sont censés être les Mascareignes et Madagascar, ne permettaient pas de reconstruire, dans un mouvement à rebours de la science naturaliste et zoologique, le continent à jamais fossile. De manière tout aussi étrange, la trace la plus nette qui reste de la Lémurie, Madagascar, n'est pas non plus décrite. Le chapitre Voyage à Madagascar ne comporte qu'un tout petit chapitre dans lequel le lecteur éberlué lit ceci, je cite, « Je n'y ai rencontré rien qui peut me marquer dans l'édification et le travail de la roche et le sceau de la préhistoire. » Dans le berceau même de la Lémurie, le réel ne révèle rien au regard qui cherche les traces et la preuve, regard qui est désormais fasciné par sa propre construction et qui ne peut plus voir que celle-ci. Force donc est de constater que les révélations du Grand Océan ne révèlent rien à propos de ce qui les fait exister comme texte et comme discours. Comme l'écrit Marie-Josée Matiti-Picard, que je cite, « C'est un ouvrage dont la performance reste en deçà de la compétence, un livre qui promet s'en tenir, réduit à l'état de fantôme, un texte pénélopéen qui disparaît à mesure que son immense intertexte émerge de la recherche érudite. » Fin de citation. Il reste donc un ouvrage inachevé, sans cesse repris, sans cesse réécrit, un montage de palimpsestes, et comme pour dire l'impossibilité du récit et de la description, à la fin du livre, plié et replié, un schéma, un dessin quasi dalien, des figures d'un zodiaque fantastique que Jules Hermann, de son œil unique et cyclopéen, voit sur la montagne de Saint-Denis. Comme pour mieux nous dire que la Lémurie vaut pour autre chose, comme trace à partir de laquelle sortir d'un enfermement, d'une limite, d'une finitude, d'une résignation. Pourtant, l'hypothèse de la Lémurie va affleurer ici et là dans des textes qui se veulent scientifiques, comme par exemple, postérieurs donc au texte de Hermann, comme par exemple les anciens volcans de l'île Maurice, de France du Pavillon, l'histoire géologique de la Réunion de Pierre Rivals, ou encore la célèbre thèse de Jean de Fosdureau, l'île de la Réunion, étude de géographie humaine. Mais c'est du côté de la littérature que Jules Hermann aura des héritiers qui utiliseront chacun à sa façon l'héritage du voyant borgne et arpenteront à leur tour ce que le Clésio, dans Raga, approche d'un continent invisible, 2006, appellera un continent fait de mer, le continent du rêve. La Lémurie, nous dit le texte des Révélations, est un rêve, un projet, une quête, posée comme destinée à rester quête, à la manière du Graal dont ceux qui allaient à sa recherche savaient bien qu'ils ne le trouveraient jamais, à moins de se mettre, comme Galahad, en dehors ou à côté de l'humanité telle qu'elle se perçoit ici et maintenant. Et c'est bien cette infinitude du discours hermannien, cette polysémie, cette ouverture à toutes les lectures qui entraîne sa postérité, qu'il s'agisse des écrivains comme Malcolm de Chazal à Maurice, comme Robert Edward Hart, toujours à Maurice, comme Boris Gamaleya, Riel Debar, Jean-Marie Gustave Leclésio dans Voyage à Rodrigue,
Nicolas Giraudoux, Julien Blaine et d'autres encore à La Réunion. Et peut-être même le Blaise Sandrard de Lotissement du Ciel. Postérité donc du côté de la littérature où chacun va reformuler à sa façon le mythe de la Lémurie en l'inscrivant désormais dans un lieu, Maurice ou La Réunion, en effaçant toutes les ambiguïtés liées à la période coloniale et au discours colonial, Jules Hermann, qui était présent et bien présent dans le texte de Jules Hermann, la Lémurie servant aussi en même temps, représentant en même temps ce lien manquant, ce chaînon manquant entre toutes les îles de l'océan Indien de l'époque. Qu'il s'agisse donc des plasticiens, des littéraires ou des plasticiens qui sont hantés à leur tour par les fantômes que leur désigne les signes armaniens, signes qu'ils bricolent et détournent sans cesse à sa suite, après lui, avec lui, et parfois, et même souvent, contre lui. Je vous remercie.